C'est l'heure du journal. Bonsoir à tous. La polémique enfle autour de l'usage du terme soudanisation pour qualifier la crise en RDC. Le gouvernement hausse les tons. Son porte-parole, Patrick Mouyaya, met en garde contre le discours qu'il juge alarmiste et politiquement orienté. En ligne de mire, une récente sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila, intervenue le 23 mars à Goma, une date et un lieu que Kinshasa considère comme hautement symbolique. Suivez ici le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Joseph Kabila Kabange a adressé un bilan de votre gouvernance actuelle et a exprimé sa crainte de voir la RDC être soudanisée, selon ses termes. Et il a fait cette déclaration étant à Goma, une ville occupée par l'AFC M23. Quelle est la réaction du gouvernement? Merci beaucoup. D'abord, il n'appartient pas au gouvernement de réagir, surtout que ce sont des déclarations qui ne sont pas nouvelles. Ce ne sont pas seulement des déclarations, mais ce sont des actes que vous-même, vous avez pris le soin de mentionner. Les choix des dates n'est pas non plus un choix anodin. On choisit de faire la communication le 23 mars. On est à Goma. C'est comme une revendication des actes qui sont posés. Et on veut dire aussi l'intention, les plans réels que nous avons. Eh bien, moi, je veux interdire à tous les Congolais, patriotiquement congolais, de répéter ces mots-là, parce que c'est aussi une stratégie des manipulations. On veut inoculer le venin d'un nouveau mot pour que ces mots puissent se répandre. Tout ce que nous savons, c'est ce que nous sommes. Tensions diplomatiques ravifiées entre Kigali et Kinshasa après un incident sécuritaire signalé à Washington autour de la première dame congolaise. Selon le gouvernement de la RDC, une tentative d'intrusion aurait visé l'hôtel où séjournait Denis Nyakeru Tshisekedi en déplacement dans la capitale américaine. Une version aussitôt contestée par les autorités rwandaises qui parlent non simplement l'attendu sans gravité. Des explications dans cet élément. Un incident sécuritaire survenu à Washington autour de la première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nyakeru Tshisekedi, provoque une vive polémique diplomatique entre Kinshasa et Kigali. Mardi 24 mars, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya a indiqué qu'une tentative d'intrusion avait été signalée dans l'hôtel où séjourne la première dame, présente dans la capitale américaine à l'invitation de Melania Trump à marge d'un sommet des premières dames. Selon lui, des individus non encore identifiés auraient tenté de pénétrer dans l'établissement. Les autorités congolaises affirment être en contact étroit avec leurs homologues américaines afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cet incident, promettant des précisions ultérieures. Lors de ces mêmes briefings consacrés à la 13e conférence des gouverneurs, Patrick Mouyaya a également évoqué une possible corrélation avec les Rwandais sans en détailler davantage les éléments. Une version fermement contestée par Kigali. Les autorités rwandaises évoquent de leur côté un incident distinct et minimisent toute tentative d'intrusion. Selon les récits, un membre non armé de la sécurité de leur délégation aurait été brièvement intercepté dans un couloir de l'hôtel par des agents congolais. Dans une zone accessible à l'ensemble des clients, l'épisode se serait résolu sans heurts. La délégation rwandaise affirme néanmoins avoir quitté l'établissement par précaution, dénonçant au passage des actes de harcèlement filmés lors de son départ par des individus non identifiés. Kigali assure que ses représentants ont gardé leur calme, évitant toute escalade. Dans un communiqué virulent, le gouvernement rwandais accuse Patrick Mouyaya d'avoir livré une version grossièrement inexacte des faits, allant jusqu'à qualifier ces déclarations de mensonges méprisables. Cet épisode, encore entouré des zones d'ombre, intervient dans un contexte des relations déjà tendues entre la RDC et les Rwandais et risque d'alimenter davantage la défiance entre les deux pays. Les conclusions de l'enquête en cours côté américain seront déterminantes pour établir les responsabilités et apaiser ou attiser les tensions diplomatiques.
Au Nord Kivu, une nouvelle étape dans la gestion des recettes publiques. La coordination des l'EFSA en 23 a officiellement présenté ce mardi 24 à Goma la nouvelle nomenclature fiscale de la province. Une réforme qui suscite déjà des réactions et interrogations. De précision dans ces reportages de la cellule de communication du gouvernement du Nord Kivu. Lancement officiel de la nouvelle nomenclature fiscale dans la province Nord Kivu, ce mardi 24 mars 2026 à Goma par la coordination du mouvement AFC M23 à travers son département des finances représenté par Madame Fanny Kaj KMB, chef du département adjoint en charge des finances. C'était en présence du vice-gouverneur en charge des finances, économie et développement, Shadrach Amani Bahati, différentes autorités œuvrant dans le secteur des finances, les membres de la FEC et plusieurs opérateurs économiques. Au cours de cette matinée fiscale, ces autorités politiques ont procédé à la remise officielle de ces nouveaux nomenclatures aux opérateurs économiques dans le cadre de simplifier, harmoniser et nationaliser les prélèvements fiscaux selon Amani Shadrach Bahati, vice-gouverneur, dans son discours. Aujourd'hui, nous tournons une page importante. La nouvelle nomenclature que nous lançons vise avant tout à simplifier, harmoniser et nationaliser les prélèvements fiscaux et parafiscaux. Elle repose sur des principes clairs. La réduction significative des taxes et redevances à travers la suppression de celles jugées redondantes ou injustifiées. L'harmonisation fiscale afin de mettre fin à la multiplicité des prélèvements qui pesaient lourdement sur les opérateurs économiques. La transparence et la lisibilité pour permettre à chaque contribuable de connaître clairement ses obligations. Cette nouvelle nomenclature a été accueillie à bras ouverts par les opérateurs économiques membres de la FEC présents dans cette activité. La République démocratique du Congo franchit un nouveau cap dans le renforcement de ses capacités militaires. À Kisangani, une base de lancement des drones est en cours de construction dans le cadre d'un partenariat stratégique avec la Turquie. Un projet qui intervient en pleine montée des tensions sécuritaires à l'est du pays, notamment face à l'F-123. Les détails de cet élément. Dans le cadre de son partenariat avec la Turquie, la République démocratique du Congo a lancé la construction d'une nouvelle base de lancement de drones. Cette infrastructure phare dans le secteur de la défense nationale est en cours d'érection à Kisangani dans la province de la Chopo. L'exécution de ces projets d'envergure est portée par la société Milvest, omniprésente dans la construction et la réhabilitation des infrastructures en République démocratique du Congo. Cette fois, c'est dans le secteur de la défense que cette filiale de Miller Holding, de l'homme d'affaires turc Turan Mildon, se lance. Cette dernière étant déjà derrière plusieurs chantiers au pays, entre autres les centres financiers de Kinshasa et l'Arena de Kinshasa. À travers ces nouveaux projets, la Turquie s'affirme comme l'un des grands fournisseurs de drones aux forces armées de la République démocratique du Congo qui font face à l'AFC M23. C'est au moment où ces engins explosifs sont en vogue actuellement sur différents fronts. Cette étape symbolise la volonté poussée de Kinshasa de perfectionner davantage son arsenal militaire pour mieux répondre aux différentes menaces. C'est surtout la preuve que le président Félix Tshisekedi ne décolère pas dans son obsession à braver militairement l'AFC M23 au Kivu. Réunis à la 13e conférence des gouverneurs ouverte mardi, les chefs des exécutifs provinciaux affichent une proposition commune sur la collaboration avec l'Assemblée provinciale. Aligné sur l'appel du chef de l'État, il plaide pour plus de transparence dans la gestion publique et rejette les motions de chantage. Le gouverneur de Maïndombe et du Sud Kivu s'exprime au micro de notre consoeur Rachel Kitita. Bien, merci beaucoup. Je crois que nous avons tous suivi le chef de l'État qui voudrait bien que le développement de nos provinces passe par l'agriculture. Mais on ne peut pas parler du développement là où il y a des conflits. Raison pour laquelle nous devons faire tout ce qui est à notre possibilité pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Donc c'est ça vraiment l'essentiel.
mais nous devons travailler dans l'harmonie, voir l'intérêt supérieur de la population et surtout dans les domaines de l'agriculture. Mais que faire, par exemple, lorsqu'il y a des conflits? Que faire pour trouver un terrain d'entente? Je crois qu'il y a toujours eu un cadre approprié entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale de pourparlers se tiennent de manière à ce que nous puissions apaiser les esprits, aplanir nos divergences et voir l'intérêt supérieur de la province, parler développement de la province. C'est ça ce qui est essentiel et c'est ce que la population attend de nous en tant qu'acteurs politiques au niveau de la province. Merci. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Par rapport à ça, effectivement, le président de la République a insisté que les exécutifs provinciaux ainsi que les assemblées provinciales doivent se mettre la main dans la main, doivent travailler ensemble et essayer de se parler le plus possible, essayer de s'écouter mutuellement, essayer d'aplanir les différends afin qu'on puisse faire évoluer nos provinces parce que la conflictualité interinstitutionnelle ne peut que générer le sous-développement, ne peut que faire fuir les investisseurs. Et donc, il a dit et réitéré ici qu'il ne va pas tolérer, que le contrôle parlementaire est un exercice tout à fait démocratique, mais ça ne doit pas constituer un mécanisme de pression, de magouille, de chercher à extorquer les gouvernements provinciaux. Et la manière de gérer la chose publique des gouvernements provinciaux doit aussi être encouragée, elle doit être transparente, ouverte et doit être limpide, de telle sorte qu'elle puisse proposer des alternatives nécessaires pour que des grands projets de reconstruction et de développement puissent avoir lieu et que c'est comme ça qu'on va faire avancer nos provinces. C'est vraiment travailler la main dans la main et nous allons faire un effort. Nous sommes ici avec les présidents des assemblées provinciales. Tous les gouverneurs sont ici. Nous avons tous écouté. Nous allons répercuter le message. La session parlementaire en province s'ouvre le 30 mars. Et nous allons parler, je crois que tout le monde a écouté, que ce soit le gouvernement provincial, que ce soit les assemblées provinciales. Tout le monde a écouté que le président ne veut pas de conflit. Et nous allons nous mettre la main dans la main pour travailler ensemble. C'est bon. Restons dans le Kwilu où il y a eu l'inauguration hier mardi 24 mars de la centrale solaire photovoltaïque de Bulungu, une infrastructure énergétique présentée comme un levier d'équité et de développement pour les populations locales. Pour le ministre des Ressources hydrauliques, Sakombi Molendo, cet ouvrage incarne une gouvernance axée sur la redevabilité et l'égalité des chances pour tous les Congolais. Suivi. Le 12 décembre 2023, il y a exactement 26 mois, avait eu lieu la première pose de la première pierre de cet édifice par l'actuel conseiller spécial du chef de l'État, le professeur Ebérand Prolongel. Et aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour inaugurer cette centrale de Bulungu. Une infrastructure technique moderne qui scelle un nouveau pacte entre l'État et ses citoyens. En effet, cet équipement solaire est la traduction irréfutable de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a placé l'électrification rurale au cœur de ses priorités. Mesdames et messieurs, l'électrification de nos zones rurales est une obligation politique et un impératif moral. Si hier notre politique de développement privilégiait l'essor des grandes villes, aujourd'hui notre vision a complètement changé. Avec l'ANSER, notre approche intègre tous les villages et terroirs dans une dynamique inclusive, gage d'une meilleure justice sociale et composante essentielle de la souveraineté nationale. La centrale solaire photovoltaïque que nous inaugurons ce jour est l'expression de la stratégie globalisante qui transcende la fatalité géographique et garantit l'égalité des chances à tous les Congolais.
est un acte de souveraineté et de justice, un jalon majeur de la politique. Le rééquilibrage national est la marque d'un État responsable, qui planifie et qui bâtit. Cet ouvrage est l'expression d'une gouvernance de la redevabilité. Nous ne nous contentons plus de promettre, nous livrons. La présence des représentants d'Anser et d'ARE atteste de cette volonté de bâtir une administration dynamique, efficace et tournée vers l'impact direct. Je salue la synergie institutionnelle entre Anser et la SNEL qui a permis de surmonter les obstacles logistiques et donner une magistrale leçon de politique publique. C'est la preuve que lorsque les institutions se décloisonnent pour servir l'intérêt supérieur de la nation, les résultats sont toujours à la hauteur des attentes. Mesdames et messieurs, Boulungwe est le premier pas d'un vaste programme national de 22 centrales qui vise à mailler l'ensemble de notre territoire. Le défi est immense car 78 000 villages attendent encore la lumière. Ce chiffre est pour nous une boussole qui nous rappelle l'ampleur de la responsabilité qui pèse sur nos épaules. La trajectoire est lancée, les moyens sont mobilisés et la volonté politique est inébranlable. Aujourd'hui, le soleil ne se contente plus de briller sous Boulungu, il éclaire des foyers, des écoles et connecte Boulungu à tout le pays et au monde. Que cette lumière soit le moteur de votre prospérité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Dans le Haut-Katanga, les forces de sécurité intensifient la lutte contre l'insécurité à Lubumbashi. À la suite des plaintes des habitants des quartiers Kalebuka et Cité des Jeunes, 2 bouclages ciblés ont été menés par la police appuyés par les FARDC. Après une première vague d'interpellations lundi, 59 nouveaux présumés délinquants ont été arrêtés ce mercredi lors d'une opération supervisée par le général Blaise Kilimbalimba. Reportage. Une opération de bouclage ciblé a été menée tôt le matin de ce mercredi 25 mars 2026 au quartier Cité des Jeunes, dans la commune de Kampemba, Lubumbashi, par la police nationale congolaise du Haut-Katanga, avec l'appui des forces armées de la République démocratique du Congo et des services de sécurité. Supervisé par le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine et la délinquance juvénile dans cette partie de la ville réputée comme l'un des bastions de l'insécurité. Au total, 59 présumés délinquants ont été interpellés, dont 2 femmes. Ces individus sont soupçonnés de s'adonner à plusieurs actes répréhensibles, notamment les vols, les extorsions, les agressions physiques ainsi que d'autres formes de violence commises contre de paisibles citoyens, y compris des atteintes graves contre les femmes et les jeunes filles. Prenant la parole sur les lieux de l'opération, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a d'abord félicité les officiers, les éléments de la police et les militaires engagés dans cette mission au nom de son excellence Martin Kazembe Choula, gouverneur de province, actuellement en mission à Kikwit dans les Grands Bandundu. Il a ensuite précisé que ces opérations de bouclage vont se poursuivre sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga afin de restaurer l'autorité de l'État et garantir la sécurité de la population. Nandingisa ya gouverneur la province oyo azana mission na Kikwit atika mitindo to sala ba opération spéciale. Opération spéciale ezana lolenge epelé. Ba bouclage ciblé lokola oyo kolukaba malfrao basalaka mobulu na bandaku na bango après qu'il soit fichier yango toke koluka bango pona yango
Longonia pona bino. Félicitations. Wana eza échantillon ya lelo eza okokanisa muke mais ezali mingi na prévention. Est-ce que toyokani? Baza ebele. Et lokola tobandi lelo toza ko continuer kino bato ya mabe nyonso bakokima Lubumbashi. Ezala baye bazali ko collaborer na Monguna. Ezale baye baza manipuler na ba politicien. Ezala baye baza ko utiliser violence pour ko tracasser population. Nyonso tokotia bango maboko. Toyokani? Nyonso tokotia bango maboko. Pendant ce temps, nous avons stabilisé la ville et nos vaillants militaires des FARDC de la 22e région militaire, Bazali, Kosala, ratissage, Naba, coin reculé. Je crois que Boyebi Ango Malam. Principe Sengeli Boy. Bango basali ratissage. Biso police toye to occupé. Pe to stabiliser. Kimia na kati ya mboka. Ezali boyete? Cette intervention intervient quelques jours seulement après une autre opération menée lundi dernier au niveau du pont Kalebouka, où 28 présumés délinquants avaient été interpellés par la police. Il convient également de signaler la présence du ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, M. Jean-Jacques Kashiban Tambo, venu aussi encourager les éléments de la police et de l'armée engagés dans cette opération visant à mettre fin aux actes de banditisme dans la province du Haut-Katanga. C'est par ces reportages que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous. C'est votre première fois de nous suivre. Veuillez vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager toutes ces actualités. Les actualités, c'est sur WAB Info TV. Rendez-vous, prochaine édition.